Mesdames et messieurs, bienvenue et vraiment merci beaucoup de nous suivre ici sur RGTV. Après Washington DC, nous sommes dans le studio. Alors, nous étions à Washington, c'était le 27 juin 2025. Il y a eu signature d'accord de paix entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Cela s'est fait avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sens de responsabilité et même un peu de peur de la part des deux ministres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un poids sur leurs épaules. Le poids de ces jeunes qui ont perdu leur vie à Goma, ou les mamans qui ont été violées entre les deux villes ou les deux villages, et le poids de plusieurs personnes qui ont été déplacées par milliers, des centaines et des milliers de gens qui sont encore aux environs de Goma, qui ont faim, qui n'ont pas mangé. Certains sont déjà morts parce que Goma a été attaqué il y a de cela plus de 2 ou 3 mois. Mesdames et messieurs, Washington avait vibré. C'était une journée pour nous, personnellement, moi en tant que reporter, être là sur place, c'était historique. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris qu'un jour comme ça pouvait arriver. Nous avions commencé à travailler, informer et faire les activités citoyennes à Washington depuis les années 2003. Et on allait au Congrès américain, à la Maison Blanche, parfois à New York, aux Nations Unies. On ne savait pas qu'un jour, il y aurait l'attention des États-Unis vers le Congo. Mesdames et messieurs, le programme était simple. Cela a commencé avec donc, le State Department où les deux ministres ont signé le traité de paix devant les témoins qui étaient là. Donc, le secrétaire d'État américain, M. Rubio, et il a été effectivement présenté, donc l'accord en question a été présenté par M. Massad Boulos, qui est donc le principal, donc le conseiller principal du chef de l'État américain, donc Donald Trump. Et cela s'est passé dans une convivialité où nous avions deux groupes de personnes de deux côtés, ceux du Rwanda, les négociateurs du Rwanda et les négociateurs de la République démocratique du Congo. Cela s'est ensuite avec une rencontre à la Maison-Blanche où le président américain a rencontré les deux signataires de l'accord de la journée. Donc c'était M. Olivier Nduhungirehe et Mme Thérèse Kayikwamba Wagner. Juste après cela, on les attendait de l'autre côté pour une conférence de presse. Évidemment, le président Trump a pris du temps. Il les a présentés à l'assistance qui était là, parmi lesquels nous avions beaucoup de journalistes internationaux qui ont pu poser des questions donc, aux deux signataires de l'accord et aussi au président Trump. Comme vous le voyez dans les images, c'était vraiment une journée pleine d'émotions, une journée pleine de joie. Et pendant ce temps, nous étions donc le groupe des Chevaliers de la Plume de l'autre côté à l'hôtel Waldorf Astoria où on avait préparé une salle pour la conférence de presse qui devait se faire et l'animateur de la conférence devait être donc Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, je cite Madame Thérèse Wagner. C'était à la hauteur, coup de chapeau à tous les journalistes et les reporters qui sont congolais et congolais américains qui habitent dans la région de Washington et ceux des environs. Alors, nous sommes maintenant à Dallas. Nous voulons parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et dans le studio, j'ai deux invités avec moi. Ils sont donc ici en qualité d'analystes politiques, puisque c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de faire le décryptage donc, de ce qui s'est passé et de ce qui a été donc, mis sous signature. J'ai M. Junior Bonpetit de l'US Congo Business Chamber qui est ici avec nous. Bonsoir, M. Junior. Bonsoir, M. Franklin, merci. Et merci. Aussi, nous allons remercier M. Guy que je présente, M. Guy Mundela, qui est aussi analyste politique et qu'il est avec nous ici. Est-ce que tu
vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce que vous faites par rapport à votre vie ici aux États-Unis? Alors, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à vous pour l'honneur que vous m'accordez de pouvoir participer à cette émission ce soir. Si. Donc, je suis Guy Mundela, comme il l'a dit, et aussi président de la section IDPS au Texas. Voilà, ok. Et est-ce que ça vous gêne de dire que vous êtes de l'UDPS? Je ne pense pas. pas du tout. Ok, je voulais juste m'assurer de ça. Pas du tout. Ok. Je suis très fier d'appartenir à ce grand parti qui a lutté pour la démocratie et qui essaie maintenant, tant bien que mal, de pouvoir remettre le pays sur les rails et le remettre sur l'échiquier international. Je veux quand même dire une chose par rapport à ce parti. C'est un parti qui est un peu controversé dans le sens que l'UDPS, c'est un parti qui n'évolue pas comme les autres partis congolais. Pourquoi cela? Je vais m'expliquer. Ils sont prêts à jeter les pierres sur leurs propres dirigeants. Ils sont prêts à les critiquer quand il le faut, mais ils sont aussi prêts à être fanatiques quand il le faut. Comment vous expliquez cela? Pourquoi est-ce que l'UDPS est différent des autres partis politiques congolais? En fait, l'UDPS a vibré sous l'exercice de la démocratie. Et feu Dr. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, nous disait que l'UDPS, c'est une pyramide renversée. Donc, la base a son poids, même sur ceux qui dirigent le pays. C'est ceux qui dirigent le parti. Donc, au sein de l'UDPS, il y a cette ambiance démocratique qui fait qu'on a la possibilité de se critiquer. Mais bon, des fois, on déborde un peu. Il y en a qui ne savent pas rester dans la droite ligne de cette critique qui s'appelle... Est-ce que c'est une critique constructive? Qui s'appelle justement être constructive, mais des fois aussi, elle dévie, elle devient destructive. Je vois. Mais nous avons été préparés et enseignés cette leçon-là de pouvoir accepter les critiques, mais que ce soit des critiques qui aident le parti à avancer. Voilà, mesdames et messieurs, il y a une raison pour laquelle je pose cette question, parce qu'effectivement, le président qui est en exercice maintenant en République démocratique du Congo fait partie donc de ce parti politique, l'UDPS, et je pense que le président a démontré d'une certaine ténacité dans la bataille qu'il a menée depuis qu'il est au pouvoir. Nous rappelons qu'il a pu, comme on utilise le terme le plus populaire, déboulonner un système qui existait. Il a commencé par travailler avec et contre le FCC. Il a déboulonné ce système et quelques temps après, il s'est rallié avec notre voisin qui était le Rwanda pour essayer de voir si les choses allaient marcher en coopération. Lorsque ça n'a pas marché, il s'était éloigné du Rwanda et aujourd'hui, nous avons eu la situation que nous avons eue où le Rwanda a attaqué le Congo et le président a utilisé toujours cette façon propre à lui de pouvoir amener les choses d'une manière différente. Il a amené la diplomatie et c'était donc un grand levier qu'il a utilisé pour pouvoir mener les choses là où nous sommes aujourd'hui. Monsieur Junior Bonpetit, vous êtes un activiste ici aux États-Unis. Vous aviez commencé à faire ce travail. Vous avez vu plus loin que ceux qui avaient compris que d'abord Trump devait gagner et puis qu'il devait assister le Congo. Parlons-nous de cette épopée. Merci beaucoup pour cette très belle question parce qu'on doit reconnaître que nous avons commencé un travail et, qui a permis de jeter les bases pour qu'aujourd'hui l'on puisse récolter ses fruits. Et tout est parti en 2016. En 2016, même avant cela, pendant que Barack Obama était au pouvoir et Madame Clinton était secrétaire of State. Et ce qui m'est arrivé, mon esprit m'a intrigué.
lors de sa visite en RDC. Ouais. Vous vous souvenez qu'il est parti au Congo, il a visité l'hôpital de notre grand frère de mémoire, Dikembe, Mutombo, paix à son âme, et il avait tenu une conférence de presse à l'UPC. Voilà. Et il a parlé aux étudiants. Vous vous rappelez aux étudiants. Et un étudiant congolais, en tout cas, il a eu son courage dans ses bras, il a posé une question. Et vous avez vu comment cette dame l'avait réagi. Elle était fâchée. Vous voyez. Donc, cette réaction, vraiment qui est sortie de l'ordinaire, m'a intrigué. Je me suis dit, ces gens connaissant l'histoire, son mari, tout le soutien qu'ils ont donné aux pays voisins, au Rwanda et tout ça, toutes les malheurs que nous avons eu au Congo. Et en 2016, lorsque je l'ai vu concourir contre président Trump, à l'époque candidat Trump, j'ai, par la grâce de Dieu, l'inspiration de fonder le groupe Congolais sur Trump, que j'ai appelé mes pères congolais, américains. Je leur ai dit, écoutez, nous devons faire quelque chose. Parce que à l'époque, on ne connaissait pas encore Trump. Mais c'était aussi difficile parce qu'il y a des gens qui disaient carrément que Trump était raciste et qui ne voulaient pas s'associer en tant que Congolais à Trump. Bon, écoutez, entre les racismes et quelqu'un qui tue le Congolais, le choix est clair. Voilà. Ouais. Et il y a des Congolais qui avaient fait le choix. Effectivement, il y avait quelques-uns qui étaient allés avec Trump, comme vous. Et puis, il y a ceux-là qui ont dit, non, tout sauf lui. Alors, nous, on a vu l'intérêt du Congo. Donc, en 2016, on a soutenu. Personnellement, j'ai fait le tour ici aux États-Unis. On est parti à Washington, j'ai passé les émissions, mobilisé les Congolais. Nous avons fait notre sortie officielle et tout ça. Et en 2007, le Seigneur a fait grâce, Donald Trump est passé président. Et en 2016, jusqu'à la fin, vers 2020, nous avons fait des plaidoyers. Et entre autres, le président Trump nous a laissé les cadeaux. Avant son départ, il a remis les Congos sur la liste de la Goa. AGOA, c'est un programme qui était mis en place avec les Clinton et les Bush pour permettre le commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, et de ramener, de faire l'exportation de produits. Voilà. Duty free. Vous ne payez pas les taxes. On ne paye pas les taxes. Pour remonter l'économie. Et le Congo était enlevé sur cette liste-là par Barack Obama. Parce qu'à l'époque de Kabila, pour être sur cette liste-là, vous devez respecter un certain nombre d'agrégats, c'est-à-dire le droit de l'homme, la bonne gestion et tout ça, et la liberté d'expression, des choses comme ça. Et le Congo, à cette époque-là, nous savons la répression qu'avait M. Kabila avec son régime. Obama nous avait ôté sur la liste. Et parmi nos revendications, lorsque nous étions engagés derrière les républicains, sur le président Trump, nous avions demandé au Parti républicain que le président Donald Trump puisse remettre la RDC sur cette liste-là. Et ce qui a été fait, en décembre 2020, quelques semaines avant qu'il ne parte, il a remis la RDC sur la liste d'AGOA. Alors, nous savons ce qui s'est passé aux élections. Il est parti, nous sommes restés fidèles. Nous sommes là, nous avons des groupes, les Congolais, les Pendant ce temps, Biden était au pouvoir. Pendant 8 ans. Non, 4 ans. 4 ans, pardon. Pendant Biden était là, nous sommes restés là. Nous avons participé dans les galas de fundraising de Donald Trump. Nous avons fait en 2022 la campagne de Greg Abbott, notre gouverneur ici, les congressmen, républicains aussi. Il y a les sénateurs, les juges. Nous sommes engagés dans les élections locales. Et en 2024, nous nous sommes engagés. Et certains pasteurs ici, je salue, je remercie, pasteur Pyrénées, pasteur Bob Bambi, et quelques pasteurs qui nous ont ouvert leurs églises. Nous avons ramené les Américains pour enregistrer des Congolais américains aux élections. Parce que, M. Franklin, chaque mois, chaque année, les Congolais deviennent américains. Mais la plupart des Congolais américains, ils utilisent leur passeport rien que pour voyager. Ils ne votent pas, ils ne sont pas impliqués. Vous voyez, alors, connaissons ces choses parce qu'il n'y a pas une autre structure pour chercher les Congolais. Nous avons parlé à certains pasteurs qui ont ouvert leurs portes, pasteur Jean-Marc, pasteur Bob Mbabi, pasteur Pyrénées, et quelques autres pasteurs que j'ai peut-être oubliés ici. Nous avons fait pendant 4 semaines enregistrer les Congolais, et nous avons eu plus de 200 Congolais américains. 200 enregistrés pour voter. Pour voter. Nécessairement républicain. Républicain, bien sûr. Vous voyez. Et aussi, nous avons aussi mobiliser d'autres Congolais américains dans d'autres États, à Washington, nous avons à Boston, à Maine, nous avons des Congolais à Atlanta, et partout aux environs, il y a des Congolais et des Africains conservateurs. Nous avons fait ce travail-là parce que nous savions que Donald Trump, avec la vision qu'il a, la Chine
ayant la prédominance sur les États-Unis, les enjeux mondiaux maintenant géostratégiques, nous avons vu que Donald Trump, avec son mindset, il va comprendre ce que nous avons au Congo avec les minerais stratégiques. Est-ce que vous aviez eu l'information que les républicains allaient prendre tout leur courage? Parce que depuis tout ce temps ici, ils ont remplacé les démocrates, ils ont trouvé la même politique des affaires étrangères américaines vis-à-vis du Congo. Ils n'ont jamais touché à ça. Ils ont seulement laissé cela continuer. Ils ont aussi profité de cela d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a informé que cette fois-ci, Trump risque de faire les choses différemment? Écoutez, vous parlerez sûrement des enjeux géopolitiques, mais non, on ne peut pas tout dire à la télé, à la place publique. Nous sommes dedans. Lorsqu'il y a des galas, lorsqu'il y a des choses, nous sommes là. Nous savons ce qui se passe, ce qui se discute, les enjeux de l'heure. C'est quoi? C'est quoi la vision? C'est quoi l'orientation des choses? Donc, à l'époque, vous saviez, parce que les républicains vous donnaient l'information, ce qui allait se faire. Parce que nous étions dedans. On n'a pas été au menu, mais on a été sur la table. On a été là, dans la discussion. On a eu l'information. Il fallait apporter quelque chose. C'est le capitalisme. Alors, pour qu'ils entendent la voix congolaise, il fallait apporter quelque chose. Nous leur avons dit, écoutez, les Congolais américains vont vous voter, mais voici, nous avons la RDC, le pays le plus riche du monde, en termes de les ressources naturelles. Vous voyez, c'est que les États-Unis cherchent, nous avons Congo. Et n'oubliez pas, l'histoire nous renseigne que si aujourd'hui les États-Unis est l'hyperpuissance mondiale, c'est parce que le Congo a contribué. Déjà à l'époque, en 1932, Albert Einstein écrivait déjà la lettre à Roosevelt pour dire que le Congo belge, avec la bombe d'uranium, et ils ont l'uranium pour fabriquer la bombe et ils ont projeté malheureusement à Hiroshima, Nagasaki, au Japon. Ce qui a fait que les États-Unis puissent gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et le Congo a toujours été là au cœur du rendez-vous. Alors, maintenant, avec les enjeux actuels, parce que la politique étant dynamique, les États-Unis, avec le président Trump, avec les business mindset qu'il a, nous avons dit aux Américains, écoutez, c'est le moment de faire ça. Une autre chose a permis à ce que les choses avancent, les deal minier avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, voilà. Nous avons dit aux Américains, tout ce que l'Ukraine a, nous, le Congo, nous avons ça. Tout ce que nous avons, l'Ukraine n'a pas ça. Donc, les deals avec le Congo, c'est beaucoup plus avantageux, profitable que l'Ukraine. Alors, il fallait parler de ça, pas à la télévision, pas dans le YouTube, mais il faut être là au salon, mais il fallait apporter quelque chose. Vous voyez, non, nous avons fait un travail, et là, je remercie tous les Congolais, tous les Congolaises, les mamans, les papas, Bimadi pour voter président Trump, vous avez accepté l'insulte. On a perdu des amis. Moi, personnellement, j'ai perdu l'emploi. Ici aux États-Unis, j'ai perdu mon emploi carrière parce que j'avais des opinions contraires. Et puis, on a Facebook dans l'AI. Donc, j'ai perdu l'emploi. Nous avons payé sur notre chair. On va poser une parenthèse là. Monsieur Guy Mundela, feu papa Étienne Tshisekedi était démocrate parce qu'il venait ici à la Convention des démocrates. Donc, ce n'est pas un secret. Il a évolué comme ça. En 2004, nous l'avions reçu à Boston, parce qu'il était venu pour assister à la convention d'Obama en 2004. J'étais là et j'avais interviewé papa Étienne Tshisekedi. Son fils, Félix, n'a pas suivi exactement son père. Et il a, depuis qu'il avait pris le pouvoir, été ouvert à tout courant quand il s'agit des États-Unis, républicains ou démocrates. Et aujourd'hui, ça prouve qu'il travaille avec les républicains. Quelle est la lecture que vous faites de cela, étant aussi informé de ce que l'UDPS a comme politique étrangère? Ce que je veux dire sur ce point, c'est que le président Félix a évolué sous les ailes de son père, Étienne Tshisekedi. Mais il n'a pas tout pris. Il n'a pas tout pris, parce que justement, tu vois ce que le maître, parce qu'il appelle tout, c'est son mentor. Il a vu ce que le mentor a fait. S'il a peut-être détecté, il y avait quelque part où il pouvait faire différemment. Mentor, et voilà, il a appliqué ce qu'il a appris et ce qu'il a aussi vu son père, son mentor en train de faire, qui a un peu marché. Donc, il a eu cet avantage-là de voir le parcours de son mentor, son père,
et d'apprendre, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, il a été, avant la mort de son père, il était le chargé des relations extérieures du parti. Oui. Donc, il évolue toujours dans la diaspora. Tout ça a permis à ce qu'il se façonne une certaine idée, une certaine approche, comment justement gérer le problème au niveau national et au niveau international. Les acteurs changent au niveau international et vous voyez, il y avait les démocrates qui avaient par exemple leur politique envers le Congo et maintenant on a un républicain sur qui on ne comptait pas vraiment, mais voilà, il a amené une autre dynamique. Et le président Faty, il a cette clairvoyance-là. Il a cette clairvoyance-là de comprendre maintenant les choses, comment ça se passe. Le papa, avec le temps, il y avait peut-être une certaine rigidité qu'il a trouvé que, bon, peut-être qu'il faut un peu rendre un peu les choses un peu plus... Et on a compris cela avec Félix. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement à cause de la guerre ou l'attaque de Bukavu et Goma, c'est depuis longtemps. Lorsque Trump a gagné la première fois, Félix Tshisekedi était déjà ouvert à travers l'ambassadeur Hammer. Il a travaillé avec l'administration Trump pour commencer déjà à créer ce qu'on appelait le PPP, le partenariat public-privé entre les États-Unis et le Congo. Il y avait déjà une base. Et on peut déjà voir que Félix était déjà en train de vouloir travailler avec les républicains. Il est ouvert à travailler avec tout celui qui va venir au Congo et aider le Congo à avancer. Et maintenant, les choses ont fait qu'avec la guerre, ça l'a pris maintenant, comme dans l'étau, il devait décider, soit aller avec les Russes, ou aller avec les Chinois, ou aller avec les Américains. Et ça rejoint ce que les Congolais de la diaspora étaient en train de faire ici. Et bien entendu, monsieur Bonpetit, ça n'a pas commencé avec seulement ce que vous avez fait, ça a commencé depuis les années 90, 2000, tout au long, lorsque le Congolais est en train de se battre, marcher dans la rue, braver le froid, aller à Washington, au Congrès, et puis à New York pour réclamer la libération. Mais il semble que l'histoire a été écrite avec la signature de Dallas. C'est là où je reviens encore à ce que vous avez fait avec votre mouvement. Mais rapidement, dites-nous, la signature a été déjà apposée. Ce qu'on va faire dans les jours qui viennent, c'est juste protocolaire, mais la signature a été déjà signée entre le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous entreprenez maintenant en tant que mouvement pro-Trump ici aux États-Unis, parmi les Congolais de la diaspora? D'abord, je vais d'abord féliciter, comme disait M. Guy, la clairvoyance du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le fait de choisir la voie de la paix. Vous savez, c'est un chrétien, c'est mon frère de l'église, à Philadelphie. Vous savez, Philadelphie. Oui, c'est mon frère de l'église. Nous avons même père. Donc, vous savez, la parole de Dieu dit dans Matthieu, si je ne m'abuse, 9, 6, qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Vous voyez, donc toute personne qui milite pour la paix, moi, il a beaucoup de respect et de l'estime pour moi. Il pouvait aussi aller faire comme tous les autres, tout ça, s'engager dans la guerre, mais il s'est stoppé, il a dit, vaut mieux chercher la voie de la paix. Donc pour cela, coup de chapeau, et je ne regrette pas le fait d'avoir battu campagne personnellement pour le président Faty ici dans la diaspora. Donc j'ai été le président de l'UDPS ici, moi je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis pro-Congo, et j'ai choisi le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons fait la consolider les acquis, c'est ça? J'ai observé le premier mandat et j'ai vu que le potentiel était là, la volonté était là, la disposition du cœur était là. Vous voyez? Alors nous avons battu campagne pour lui ici à Dallas, nous avons battu campagne à Washington et j'ai été eu le privilège d'être parmi les gens qui ont signé les PV de l'élection du président Félix avec l'ancien ambassadeur Maman Maté et notre actuel ambassadeur aux Nations Unies, M. Zenon. Donc, nous trois, nous avons signé les PV du président Antoine Félix Tshilombo. Donc, c'était juste une parenthèse à mettre pour dire que nous soutenons le chef de l'État. Alors, pour revenir ici, c'est que lorsque un président, aujourd'hui, l'accord est signé, l'accord a été signé le 27 juin dernier, c'est une très très bonne chose, c'est historique pour le pays parce que ça va d'abord arrêter d'abord donner la paix, arrêter la guerre. J'ai dit dans une des vidéos que
Bik Kangi, char de combat. C'est très important. Donc, Maïe, les mouteux salami, parce que les femmes ont été violées, les mamans, nous sommes tous des parents ici. Les bandas, les classes, donc, avoir cet engagement-là pour la paix, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au président? Les insultes, mais malgré cela, il s'est engagé. Alors, coup de chapeau au président de la République, coup de chapeau à notre Mineta, Madame Thérèse Warner Kaikwamba, vraiment que j'appelle Kipavita. Merci. Et toute l'équipe, l'héros dans l'ombre, toute l'équipe, mais n'oublions pas, si aujourd'hui il y a eu la résolution 2773 des Nations Unies, si ça traîne pour je vais dire, la mise en place, mise en œuvre, c'est parce qu'il n'y a pas une certaine pression sur Kagame. Nous connaissons ces jeux, ces manigances. Voilà. Alors, il l'a toujours fait avec les Nous avons aujourd'hui à l'accord les garants. C'est Donald J. Trump avec les États-Unis. Là, il ne va pas badiner. Et il a les Qatar. Alors là, nous avons besoin de dire merci au président Donald J. Trump qui a fait les choses. Que vous soyez républicain, que vous soyez démocrate, si vous êtes congolais, vous devez reconnaître l'honnêteté. Le président Donald Trump, il s'est mis debout et il a tapé le poing sur la table pour qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, nous voyons l'implication de Dr Massad Boulos. C'est qui? C'est parce que Donald Trump, il a mis là-bas. Vous voyez? Alors, nous demandons aux Congolais, ce que je vais annoncer si vous me permettez, nous allons faire une marche de paix. Nous avons fait la vidéo initialement prévue pour les 25 de ces mois, mais nous allons vous donner une nouvelle date. Et pour des raisons de sécurité, dès que nous aurons une nouvelle date, parce que nous allons le faire avec l'arrivée du chef de l'État ici à Washington, où il y aura plus de 300 Congolais dans les rues de Washington pour célébrer la paix et dire merci au président Fachi pour son implication et dire merci au président Donald J. Trump et son administration pour son implication pour que nous ayons cette paix. Alors, Congolais tout barouya, nous allons célébrer cette paix le jour où le chef de l'État sera à Washington. Et là, vous aurez des informations précises. Tu as flyer, tu as publicité, médias vous avez pour que les Congolais, na Canada, dans tous les coins des États-Unis, de célébrer paix. Cet accord, certes, n'est pas parfait, mais cet accord, nous avons quelque chose. Nous avons dit, nous voyons notre verre à moitié plein. Donc, nous avons quelque chose que nous n'avons pas eu. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la cause du Congo, vous étiez là, a été évoquée au cœur du pouvoir du monde. Au bureau ovale. On n'a jamais parlé de ça. C'est la première fois. Après il faut que vous ayez un peu de on doit reconnaître ça, qu'est la paix. Depuis plus de 30 ans, on n'a plus parlé du Congo à la Maison-Blanche devant des caméras officiellement. Le nom du Congo n'a toujours jamais été cité. Pour traiter le problème du Congo, les États-Unis passaient par les pays voisins, un peu pour dire, est-ce que tu peux appeler le président congolais et lui dire ce que nous voulons en tant qu'Américains? Et ça passait toujours par personne interposée. Nous le savons pourquoi, parce que nous avons étudié cela à l'école. Nous le savons pourquoi, parce que moi, personnellement, mon père a travaillé avec les Américains pendant 30 ans dans le département d'État américain en poste à l'ambassade à Kinshasa. Et nous voyons comment est-ce que, à l'époque de Mobutu, les États-Unis traitaient directement avec le président Mobutu. Mais juste après le départ de Mobutu, les États-Unis ne traitaient plus avec le Congo. C'est la première fois, le jour où vous avez vu Kaikwamba dans le bureau ovale, c'était pour parler de quelque chose officiel où les États-Unis étaient là, prêts à supporter. Et pour nous, les Congolais, pour Trump, c'est une journée de célébration. Voilà. Donc, les rêves est devenu réalité. Nous avons célébré, et ça, victoire... Donc, on vous permet de célébrer cela. Et ça, victoire, nous sommes sur les Congolais. Démocrate, indépendant, nous tous, nous avons la mère patrie, la RDC. Donc, président Trump a fait quelque chose de très important. Alors, nous avons Congolais. Leur date, il y a 6 ans, on a fixé. Est-ce qu'on peut regarder cette vidéo-là que vous aviez? Bien sûr, on vous informe que la date du 25 risque de changer. C'est par rapport à l'arrivée des autorités qui doivent signer donc l'accord à Washington. Mais regardons cette vidéo et puis nous allons revenir. Aucune œuvre humaine est parfaite. Nous avons quelque chose. Bissot, tout ça, les choix, tout le monde a que notre verre est à moitié plein.
nous avons quelque chose sous la main. Nous voulons dire merci. Parce que encore c'est le début de grandes choses. Alors, tout ça la marche. Pour la Koloba, merci Donald Trump, merci na président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton pour l'engagement naie, Big et Kangi char de combat. Donc Kimia et Zokota Namboka, biso ba Congolais tout ça reconnaissant, biso ba Congolais diaspora, il y a États-Unis, to tika la boété, to lobby, tout ça la marche, il y a reconnaissance. Alors donc comme vous avez vu la date du 25, comme vous avez dit, c'est juste à titre indicatif. Ça peut changer. Donc soyez vigilants, continuez à regarder nos programmes et aussi regarder les autres programmes dans d'autres chaînes parce qu'il risque de changer la date. C'est tout cela, c'est par rapport à ce qui va se passer à la Maison-Blanche entre le président Trump et ses homologues rwandais et congolais. C'est par rapport à cela, n'est-ce pas? Vraiment, c'est ça. Bandeko, ba congolais. J'aimerais peut-être dans le Banachiluba, dans Swahili, dans la 4 langues nationales. Donc, bandeko, oizali, et loko ya mboka. Na chuba lo aboli ba chitunga. Boyo. Donc na lobi bien. Ça pour na biso nyonso ba Congo, ba Congomani nyonso. Et ça mama belé. Nous sommes des Congolais. To reconnaître pour la première fois le Congo et parler dans le salon du monde, comme dans la vitrine, toujours traité directement dans le pays qui m'y a écouté. Ato linga fatité, mais oh et salami ils apprennent mboka. Ato linga trompé, oh et salami ils apprennent mboka. Oh mutolu na biso so zakuna. Donc to bengi ba Congolais, ba maman, ba jeune, ba papa, to peut sabino date. Quand le chef sera ici pour signer, pendant qu'il y a signé na Katikuna, biso toza li banda ya Maison Blanche, oh tozo célébrer Kimia. Tozo yate au la campagne de Trump, oh ya président. Non, le chef, le numéro 1 de la RDC s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 des États-Unis s'appelle Donald J. Trump. C'est lui qui a permis, c'est le garant de cet accord de paix. Oh ils ont lobby ça, Moutouana, voisin, on est lobby ça, donc nous sommes venus pour célébrer Kimia par après 30 ans parce qu'il y a des fondations pour que deal vous allez signer après deal minier entre la RDC et le Congo et la RDC et les États-Unis. Je pense qu'on va parler de ça. On va décortiquer pour que tout bandaki déjà vous préparez les Congolais parce que nous devons être en exergue, en orbite et prêts pour que la 80% ya manouane au kitana Congo tikala na Congo et qui n'a pas pays voisin. Je pense qu'on va parler, mais restez informés dans le groupe Tozanango. Je vais vraiment saluer le président de la communauté, président Dadi Djamba, Maryland, Washington. Merci pour ton implication. Président Dédé Toumba, Papa Nabiso, Venangaï Prosper, Makanda, en tout cas, Venangaï Dieudonné, Jacques Miango, et tous les amis, maman Nanou, Mungoludiaka, merci pour ton implication, et tous les amis, Moutounangaï, Fourmi Rouge au Canada, merci pour l'implication, en tout cas, et aussi les médias qui nous soutiennent dans ça. Et Kouloutounangaï, Zakari Bababaswe, merci pour l'implication. L'honorable Eliezer Tamboué, merci pour l'implication. En tout cas, c'est l'affaire de tout le Congolais. Vous aurez la date précise, fête et quand le chef sera ici, tout célébrer paix. Et il y aura une surprise. Keba. Donc, on les a flash. Mesdames et messieurs, RGTV sera avec vous à Washington. Une fois de plus, nous allons couvrir donc cette marche et nous allons aussi couvrir les événements qui vont se passer à la Maison-Blanche. Ce sera donc un reportage exclusif depuis la Maison-Blanche à Washington, D.C. Nous allons parler maintenant du contenu de l'accord de paix. Nous allons survoler. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont déjà expliqués ou qui s'expliquent d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'aller dans les détails, mais il y a de ceux-là que nous voulons quand même un peu insister pour que ça puisse ouvrir l'intelligence de nos compatriotes. Il y a des gens qui continuent de discuter, il y a des gens qui donnent des avis contraires. Et nous voulons ici, je lis juste les grandes lignes de ce qu'on a dit dans l'accord. Il y a intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Point numéro 1, respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On ne parle pas du Rwanda, mais on parle de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Désengagement des forces, levée des mesures. Quand on dit ça, on parle de la levée des mesures défensives du Rwanda. Donc, le départ des militaires rwandais qui, implicitement, ont reconnu qu'ils étaient sur le territoire congolais en signant cet accord. Et c'est ici que nous voyons cela.
Ils ne les reconnaissent pas devant la presse, mais ils les reconnaissent dans la signature de cet accord. Donc, dans le point là, on a décrit qu'il y a un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, le désengagement des forces, levée des mesures défensives du Rwanda, qu'on appelle CONOPS, du 31 octobre 2024. Donc, on a pris un mécanisme qui existait déjà, qui était déjà décidé le 31 octobre 2024. On l'a repris donc dans ces accords de Washington pour insister et s'assurer qu'on va utiliser le mécanisme CONOPS pour pouvoir désengager les RDF qui doivent quitter le territoire congolais. Ça fait partie de l'une des questions que j'avais posées donc, pendant la conférence de presse lorsque nous avions parlé avec Mme Kaikwamba Wagner. C'est la question que j'ai posée. Elle est en anglais, vous allez suivre cela. Et elle avait donné la réponse. Parmi les réponses qu'elle a données, la réponse du CONOPS était là. Donc, c'était un mécanisme qui était déjà décrit depuis le processus de Luanda. On savait déjà que c'est comme ça qu'ils allaient effectivement aller pour effectivement désengager les forces des FDLR et désengager aussi les forces de RDF. Il y a eu un règlement pacifique des différends. Ils ont parlé des règlements pacifiques des différends entre les deux parties. Ils ont parlé de l'interdiction des actes hostiles entre les deux pays. Ils ont parlé de l'interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés. Et à cela, y compris les FDLR, y compris le M23 et les autres groupes qui sont existants. Ils ont parlé de la portée territoriale, donc l'interdiction des actes hostiles qui s'applique aussi avec la restriction géographique. Quel que soit le lieu où se trouvent les forces armées impliquées. Donc, il y a interdiction des actes hostiles en République démocratique du Congo. Ils ont parlé de la responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques, y compris le M23. Ils ont parlé de la protection des civils et du personnel humanitaire. Là, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, ils ont parlé du désengagement, du désarmement et de l'intégration des groupes armés non étatiques. Et c'est ici que beaucoup de gens étaient en train de discuter pour savoir est-ce qu'on va remettre le M23 dans l'armée congolaise. Il y a eu beaucoup d'opinions de deux côtés. Les gens ont discuté pour se dire mais est-ce qu'on va encore accepter le M23 dans l'armée congolaise. Et ici, ils disent quoi? Ils disent, afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments des groupes suivants. Ils ont donné effectivement tout ce groupe-là et ils ont montré comment est-ce que ça va se faire, les groupes armés, qui sont-ils, les désengagements, comment ça va se faire dans le cadre du CONOPS, pardon, pas dans le cadre du CONOPS, dans le cadre du PDDRCS, qui est donc le processus de désarmement, démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation. Et nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, à Doha, on est en train de discuter sur cela. Et ils sont en train de voir comment est-ce que cela peut se faire d'une manière limitée, dans le sens qu'on ne va pas prendre tout le monde et effectivement les mettre directement dans l'armée congolaise. Qu'est-ce que vous lisez par rapport à cela, Monsieur Guy Mundela? Vous savez bien que le président avait résisté, il avait refusé et il continue de refuser que le M23 soit autorisé à s'intégrer dans l'armée facilement. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, si je dois parler sur l'accord en général, ouais. Quand l'accord a été signé, la partie adverse a sorti une rhétorique pour pouvoir dire que voilà, la RDC a perdu cet accord. Voilà, quand vous dites partie adverse, le Rwanda ou le Congolais? Le Rwanda. Voilà. Le Rwanda et l'air suppo. Ouais. Ils ont sorti cette discussion-là qui vibrait dans tous les réseaux sociaux pour dire que le Congo a perdu en signant cet accord. Mais au fur et à mesure que le temps avance,
et les gens expliquent ce qui est sur l'accord. Vous voyez maintenant qu'ils changent de posture et ils commencent à dire que non, ils vont pas. Le Rwanda, c'est réservé de signer et tout un tas de trucs. Et vous avez vu, il y a eu Massad Boulos chaque fois que le ministre rwandais disait quelque chose. Par exemple, quand il a dit que le retrait se ferait après qu'on ait identifié les FDLR. On a identifié d'abord les FDLR et qu'on les ait neutralisés. Il a dit non, ça se fera concomitamment, au même moment. Voilà. Et après, ils ont encore sorti récemment une autre de leurs revendications. Il y a eu l'ambassadrice Tamlin qui est sortie, qui a dit que les sanctions seront imposées. Parce qu'on disait, il n'y a pas de sanctions. Il a clairement dit que... Surtout ceux qui sont impliqués dans le mouvement, qui ont créé des morts d'hommes, ceux-là, il y a des sanctions. Et donc, vous savez que maintenant, les gens comprennent que l'accord est bénéfique pour le Congo et ça remet le Congo à sa place. L'intangibilité et le respect, l'intégrité conditionnelle. Je suis même sur ça. Maintenant, pour ce qui est de FDLR ou de M23, ça c'est catégorique. Le président est clair et même l'Assemblée a voté une loi là-dessus. Il n'y aura plus jamais de mixage de passage. Ça se fera au cas par cas et avec les conditions que le gouvernement congolais aura posées. Voilà, d'ailleurs, je peux me lire ça rapidement. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la police nationale congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle. Tout à fait. Au cas par cas, sur la base des critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale. En particulier, le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État congolais et ses institutions. Donc là, je pense que Corneille Nangaa et Bissimo et les autres sont déjà... Tous ceux qui ont commis des abus, des crimes contre l'humanité, là, qui pensaient que, oui, dans le mixage, brassage, ils vont se camoufler entre être protégés. Il n'y en aura pas. Si on vous a arrêté par hasard, on vous a pris de force, on vous a amené dans la rébellion, et après, quand on vous identifie, vous dites que non, moi, je ne veux même pas être mêlé, on m'a pris... On vous remet dans la vie normale. Donc, ce sera comme ça, ce sera au cas par cas, basé sur la rigueur que les conditions seront posées pour ceux qui voudraient réintégrer et les autres. Il n'y aura plus de tout ça. Donc, de ce côté-là, le président est resté ferme et l'accord... Espérons que l'accord de Doha va amener encore beaucoup plus de précision là-dessus. Doha ne sera pas contraire parce qu'il y a deux cas. Ce qui se fait ici, c'est entre le Rwanda et la RDC. Doha, c'est avec le M23. Parce que le Rwanda disait que le M23, c'est une histoire congolaise. Et on a séparé. Donc, on a obtenu d'abord pour que les deux pays, le Rwanda et la RDC, signent des accords officiels. Et les groupes armés, parce que nous savons tous que le M23, c'est l'enfant du Rwanda. C'est le Rwanda qui a créé, voilà. Et pour cause, vous allez voir même que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est là-bas à Doha maintenant pour la signature du document final. Les deux accords ne vont pas se contredire. Ce ne sera que la continuité où ça va être inclus dans l'autre. Voilà. Alors, avant qu'on touche l'intégration économique, parce qu'il y a beaucoup de salive et d'encre qui coule là-dessus, on va toucher cela. Mais avant cela, il y a une question qui se pose dans l'opinion. Les gens disent que le Rwanda a tout gagné, le Congo a perdu. Je pense que je vais donner la parole à monsieur Bonpetit Junior. Il va nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ce que maintenant, aujourd'hui, les gens disent que le Rwanda a tout gagné, nous avons perdu, nous sommes dans la position de faiblesse. Mais c'est que moi, je sais déjà que c'était un pays, nous sommes un pays agressé et que les gens disent que nous avons tout perdu, je ne pense pas, parce que nous récupérons la paix d'abord, de l'intégrité territoriale, la paix, l'intangibilité des frontières, tout ça est garanti.
non seulement dans l'accord de Washington, mais aussi dans la résolution de 773 qui carrément le dit. Au-delà de cela, est-ce que vous pensez que le Rwanda a tout gagné et le Congo a tout perdu? Merci pour la question. Moi, j'aimerais épingler sur 4 points que le Rwanda a perdu, si on peut parler de ça. Parce qu'il y a un certain journaliste qui a parlé, qu'est-ce que le Congo a perdu et tout ça. Je ne vais même pas toucher cela. J'aimerais dire, c'est que les obligations rwandaises par rapport au contrat. 1, 90 jours pour retirer les troupes. Il a 90 jours pour retirer ses troupes du sol congolais. Voilà. 2, fin de soutien aux M23 et autres milices. Donc, vous savez, dans la guerre, il faut qu'il y ait une base arrière. Le M23 ou le Rwanda ne sera plus constitué comme une base arrière de M23 ou de tout autre milicien. 3, rapatriement et réintégration des FDLR. Les grands talibis pendant 30 ans. C'est les FDLR. On vient en finir Congo pour chercher les FDLR. On va en finir dans les 90 jours. On va en finir maintenant. Et enfin, on parle de coopération bilatérale obligatoire plus supervision internationale. Donc, la supervision internationale ici, à l'occurrence, c'est les États-Unis, les Qatar, l'Union africaine, qui seront là, qui vont tenir les choses, tenir le Rwanda en tenaille. Mais ce qui est plus important ici, c'est le respect de l'intégrité territoriale du Congo. C'est ça. C'est que les gens doivent reconnaître que le Rwanda ne cherche pas les FDLR. La vraie raison du Rwanda, c'est les raisons territoriales. Ils cherchent des terres. Prendre les terres congolaises. Il a parlé, M. Kagame a parlé lors de sa sortie à un pays africain, au Bénin. J'ai une bonne mémoire, il y a au Bénin, où il a dit qu'à l'époque, selon lui, son histoire, que les Kivu, le grand Kivu, appartenaient au Rwanda. Et notre historien, M. Ndaiwel, a dit, s'il y a un pays ou une part qui peut réclamer des terres, c'est le Congo, qui doit réclamer des terres qui sont au Rwanda. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a enlevé le beefsteak dans la bouche de Kagame et sur le Congo. La plus grande victoire que nous avons aujourd'hui, c'est que le respect de l'intégrité territoriale du Congo. Ça, c'est la plus grande base que l'histoire reconnaîtra, qu'il y a eu un homme, malgré ses faiblesses, il s'est battu, il a fait une alliance stratégique avec les Américains, et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, ce sont des faits. Vous êtes journaliste, on dit, les faits sont sacrés, et les opinions sont optionnelles, facultatives. Mais les faits sont sacrés. On ne blague pas avec ça. Alors, ça, c'est une base très importante, parce que cet accord qui est déjà signé, c'est que les chefs d'État vont venir, c'est juste pour paraffer, c'est une cérémonie, c'est déjà signé. Et cet accord jette les bases. Pourquoi? Moi, je reviens toujours à l'histoire. Nous ne sommes pas les premiers pays à faire ce genre de choses. Le Qatar, même le Qatar, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite l'a fait en 41. Il a dit, écoutez, nous avons le pétrole, mais nous avons besoin de la sécurité. On ne sait pas l'exploiter aussi. Ils ont fait le contrat. On va dire le Qatar, c'est loin. L'Angola, ils ont eu des guerres interne, 27 ans avec Savimbi. Mais ils ont fait les mêmes deals avec les Américains. Regardez l'Angola aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à l'Angola, notre voisin. Alors, c'est la même chose. Le Congo va être réellement le grand géant au cœur de l'Afrique pour affecter tous les secteurs. On aura peut-être le temps d'aller en détail sur le plan économique. Parce que les 15 milliards qui arrivent avec les 500 milliards qui arrivent dans 15 ans, 33 milliards chaque année, ça c'est un boom. Parce que voilà pourquoi nous, dans le cadre de notre chambre de commerce que nous avons lancée depuis janvier, le US Congo Business Chamber, nous avons mis une plateforme qui va réunir déjà tous les hommes d'affaires congolais, les femmes d'affaires congolaises, tout celui qui fait les affaires. Nous avons une plateforme que M. Franklin, si vous voulez bien, peut-être donner les contacts et le website, contactez-nous parce que nous devons nous constituer en bloc. Le temps d'aller en solo est fini. Nous sommes au cœur, le Congo doit profiter de tout ça. Parce que si nous ne nous préparons pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Congo, les Américains, quand ils vont venir, ils vont mettre les warehouses, ils vont ramener les engins. Ils auront besoin de gens qui vont conduire ces engins-là, les gens qui vont faire la maintenance de ces engins-là. Ils auront besoin de manger, de dormir. Et ils vont même épouser nos femmes congolaises là-bas. Donc, tous les secteurs... Pourquoi pas les Chinois l'ont fait. Tous les secteurs de la vie sociétale sera touché. Alors, nous, les Congolais de la diaspora des États-Unis, this is the moment. On ne peut pas rater au rendez-vous. On ne peut pas rater ça. On doit se positionner. Déjà, ici, les États-Unis, nous connaissons ici, nous parlons anglais, nous connaissons la culture. C'est à nous,
Alors, nous demandons, peut-être on aura une émission spécialement parlée sur l'impact économique de cette histoire. Juste frôler pour dire que le Congolais, voici, nous avons une plateforme. Vous faites les affaires aux États-Unis ici, pas seulement au Texas, dans tous les États-Unis. Nous avons besoin d'être ensemble. Si nous sommes 1000 entrepreneurs congolais dans tous les secteurs et nous savons comment capitaliser, parce que la loi congolaise sur l'entrepreneuriat dit il y a le contrat de sous-traitance réservé uniquement aux Congolais. Vous voyez, alors, nous sommes là. Si Bissot de saisir Balouanaté, ça va aller chez qui? Ça va aller chez les Zambiens, les Tanzaniens, les Camerounais. Bon, alors, nous ne pouvons pas se profiter de cette occasion-là. Et merci au président Donald Trump, merci au président Fachi de cette clairvoyance et de nous ramener la paix. Parlant de la clairvoyance, touchons un peu le cadre d'intégration économique régionale. C'est très important. C'est là où beaucoup de Congolais se sont perdus un peu dans cet accord de paix. Effectivement, ceux qui ont fait les études de conflict resolution, ou bien la résolution de conflits, comprennent cela. Que des fois, lorsque une région a été saccagée par la guerre, la meilleure des choses de faire, c'est de pouvoir faire le flux d'investissement dans la région pour la permettre de pouvoir répartir sur de bonnes bases et tuer le spectre de la violence entre les peuples. Effectivement, le cadre d'intégration, on va lire cela, les partis qu'on vient de lancer dans les 3 mois, donc 90 jours, suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct, intitulé, ça sera donc séparé, intitulé cadre d'intégration économique régionale. Et va s'appuyer sur les efforts existants. J'aime bien cela parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé maintenant. C'est basé sur les efforts existants, les CAF, la CIRGL, le CO et la CAE. Les partis utilisent donc ce cadre pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais. Ici, c'est très clair. Les chaînes d'approvisionnement de la région en minerais se trouvent en République démocratique du Congo. Mais les chaînes d'approvisionnement commencent donc depuis la République démocratique du Congo et ils peuvent se canaliser dans les autres pays de la région pour être soit transformés ou pour être raffinés. Donc tout cela, ils font cela et ils expliquent. Ils disent ceci, les chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduit une grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites de pouvoir fonctionner et ce qui procure davantage de prospérité aux partis en présence, en particulier pour la population de la région à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuels, bénéfiques et des opportunités d'investissement. Donc là, on parle non seulement du Congo, mais on parle aussi du Rwanda et implicitement, on parle même au-delà de l'Ouganda, on parle aussi du Burundi, parce qu'effectivement, les Américains, les investisseurs, ne vont pas seulement investir au Congo, au Kivu, ils peuvent investir aussi de l'autre côté de la frontière où ils trouvent que leurs investissements peuvent produire rapidement. Dites-nous ce que vous aviez compris par rapport à l'intégration économique régionale. OK, avant de répondre à votre question, je vais juste ajouter comment je comprends maintenant la phrase que le président avait dite dans le passé, qu'il veut faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Voilà justement qu'avec tous ces investissements qui vont se mettre sur le Congo, le Congo sera la plaque tournante de l'économie africaine. L'Allemagne d'Afrique. Voilà où sa vision était. Mais que, quand il a sorti ça, beaucoup, on n'avait pas compris. Il pensait peut-être qu'on veut voir les immeubles de l'Allemagne au Congo. Nous aussi, notre peau de on devient blanc. On devient blanc pour être comme des Allemands. Mais l'Allemagne a fait un effort de guerre. Après la guerre, ils ont fait un effort. Ben oui, après la guerre, il y a eu le plan Marshall qui a reconstruit l'Europe. Voilà. Et c'est ce que nous avons aussi maintenant. Les Américains qui viennent avec des investissements et ça va bénéficier d'abord le Congo pour bien se développer
Et pour cela, on a besoin de la paix. Ouais. Il n'y a pas de développement sans paix. Donc, et puis, comme on a dit, une paix consolidée par l'intégration économique. Voilà. Et maintenant, c'est que quand vous dites qu'il y a d'autres pays aussi qui, évidemment, ils vont bénéficier de la paix et évidemment de l'économie qui va faire le boom dans le Congo. Il y aura des répercussions dans les pays à côté. Ils peuvent aussi venir acheter les minéraux. Ouais. Maintenant, c'est la transparence. Ils peuvent. Et ils ont parlé de ça ici. Ils viennent, même les Rwandais, ils viennent, ils achètent, les minéraux vont sortir, ils seront stampés, ils auront les cachets ils sont pris du Congo. Parce qu'avant, avec les transactions illicites, ouais. Ils prenaient et ils sortaient, ils amenaient vendre là comme si c'était à eux. Alors, je me pose la question. Maintenant, tout sera fait de façon transparente. Et ils vont payer les droits au Congo, tout ce qu'il y a à faire. Et même s'ils veulent, on veut transformer. Si une compagnie américaine s'installe au Rwanda, ils disent qu'ils vont transformer. Il y en a déjà, en fait. On ne va pas refuser. Du moment qu'ils vont venir de façon transparente, acheter et payer les droits au pays. Au pays exportateur. Et nous aurons aussi des droits sur toute la chaîne de transformation jusqu'au marché. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un grand avantage pour le pays parce que nous aurons... Avant, les gens venaient, ils prenaient, ils allaient, ils vendaient et c'était... Et on ne va même pas loin. Les Chinois le faisaient. Ils prenaient le minerai et ça sortait par Kigali et ça allait en Chine. Mais maintenant, ils vont payer en prenant, ils vont aussi payer en transformant, on aura aussi quelque chose même à la vente. Donc, sur toute la chaîne des sorties, transformations jusqu'à la vente, le pays va avoir quelque chose. Voici l'avantage où il y a dans ces deals, quand il y a la transparence. On parle de l'intégration économique. Les Américains qui sont là pour cette transparence-là. Les compagnies américaines fonctionnent sur base des lois américaines. Et vous savez très bien qu'il y a une compagnie américaine qui va s'hasarder à commettre des bêtises là-bas et qui est accusée. Il n'y a pas de compagnie américaine qui veut aller ils ne veulent pas de problème ici. Non. À la cour pour dire que... Ici, c'est la cour, ils ont payé les jugements. Ils ont fait les briberies, ils utilisent des child labor, tout ça. Les compagnies américaines ne veulent pas abîmer leur crédibilité ou être éclaboussées dans ce genre de situation. Voilà un autre élément d'information sur l'intégration économique régionale qui existe au fait. En fait, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que on parle de cela pendant cet accord comme si c'était une chose nouvelle. Les Congolais, il y a des Congolais qui sont plus intelligents que ça, qui savent que c'est faux, le problème qu'ils essaient d'amener sur la table. Ah, mais ils le font quand même. Parce que si aujourd'hui, je vais donner un exemple, la relation Angola-Congo-Zambie avec le port de Lobito, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Voilà, le corridor. C'est l'intégration économique régionale qui bénéficie l'Angola, le Congo, la RDC et la Zambie au même moment. Et au-delà de tout, qui bénéficie les États-Unis qui a mis ses capitaux pour effectivement construire ce chemin de fer et aménager le port de Lobito. Donc vous voyez que c'est une relation gagnant-gagnant qui fait l'intégration économique. Monsieur Franklin, même ici aux États-Unis, il y a ça entre les États-Unis et le Mexique, il y a ça et le Canada. Le Canada. Voilà. Donc c'est des choses que les gens doivent comprendre que on ne mange pas seul. Voilà, cette émission, c'est effectivement pour donner un peu cette information-là d'éducation à notre peuple. Parce que notre peuple doit comprendre. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à décortiquer. On reviendra sur ça dans l'épisode prochain. Mais je voulais déjà qu'on touche l'intégration économique pour qu'on puisse laver déjà les têtes des gens que c'est un faux débat. En fait, l'intégration économique, la CPGL, entre Burundi, Rwanda et Congo, c'était déjà l'intégration économique régionale. N'oubliez pas que nous avons le barrage électrique des Ruzizi 1, Ruzizi 2, qui alimente tous les 3 pays, Burundi, Rwanda, RDC. Et maintenant, il y a déjà
un autre projet de Ruzizi 3 qui est toujours en gestation, qui est en train de continuer, qui doit effectivement continuer à donner l'électricité à ces 3 pays. Donc, vous n'allez pas dire que parce qu'il y a eu la guerre, on va arrêter la coopération entre ces pays de la CPGL. Ce serait vraiment une folie de penser de cette façon. Vous aviez quelque chose à ajouter? Je voudrais ajouter quelque chose dans le même sens, dans le même sens que vous. Parce que quand vous parlez de les Ruzizi 1 et 2, là, c'est déjà fonctionnel. Parce que le numéro 1, le DG, c'est un Rwandais. Oui. Le DGA, c'est un Burundais. Et les financiers, c'est un Congolais. Voilà. Et nous allons étendre ça dans d'autres secteurs. Nous partageons le lac Kivu avec le Rwanda. Ouais. De l'autre côté, ils exploitent les gaz métal. Nous avons droit des quotités à cette exploitation-là. Vous voyez, nous avons des parcs. D'autres animaux qui traversent là-bas. De l'autre côté de la frontière. Grande partie chez nous. Ouais. Alors, lorsque les gens payent pour aller voir les bonobos, du Congolais, on paye ça au Rwanda. Nous avons droit sur cela. Et aussi, nous n'allons pas ici utiliser, et permettez-moi d'utiliser ces termes, faire de la suprématie rwandaise. C'est-à-dire, c'est comme si le Rwanda est plus important que les 9 pays voisins. Non! Nous avons les CPRGL. C'est-à-dire, vous avez parlé ici des CIAC. Tous ces projets, des programmes en intégration, là, c'est tous les pays là qui vont profiter. Parce qu'ici, les pièges, c'est quoi? C'est que si nous présentons le Rwanda comme s'il est un super pays, d'autres pays africains vont nous faire la guerre parce qu'ils auront aussi droit, parce que le Rwanda a eu droit au chapitre parce qu'il a tué les Congolais. Oui. Je comprends ce que vous voyez ça. Donc, c'est que tous les pays vont profiter de cela. Et parlons de cela, c'est que la RDC fait avec le Rwanda. Ce n'est pas nouveau. Ouais. La France et l'Allemagne ont fait ça après la guerre. Oui, après la guerre. Ils ont créé une société de charbon et tout ça. Nous savons l'histoire. Ce n'est pas nouveau. Vous voyez. Donc, les Congolais doivent comprendre que cette histoire vient pour enlever la Libye. Et aussi, dans l'accord, ça n'interdit pas aux Congolais de développer les raffineries sur place. Voilà. C'est la compétition. C'est que si vous avez votre raffinerie de minéraux à Kigali, nous, si on va les mettre au Kivu, à Goma, à Bukavu, à Uvira, et c'est aux entrepreneurs de faire le choix. S'ils veulent les raffiner ces produits à Kigali ou à Uvira. Donc la compétition sera ouverte. Donc il ne faut pas se limiter sur... Vous savez, les gens qui font des analyses comme ça, il faut regarder, ils tirent des ficelles, ils ont des intérêts, tout ça. Nous sommes pro-Congo. Nous faisons ça... C'est une discussion politique. C'est une discussion politique. Nous avons des lunettes business, économique. Ouais, nous voulons la paix et pour avancer. Papa, 30 ans. 30 ans, c'est trop. Nous voulons développer ces pays-là. Vous voyez, alors, les présidents, avec Donald J. Trump, ils ont jeté les bases. C'est à nous, le Congo. Président Fachi, demain après-demain, il ne sera plus là. Il ne sera pas éternel. Vous voyez, c'est à nous, les jeunes, de s'accaparer de ces projets. Merci. Alors, j'aimerais vraiment, M. Franklin, organiser une émission purement économique où nous allons décortiquer. Attendons après Doha. Après Doha, nous allons le faire. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et chercher à parler de l'emploi. Comment est-ce que les Congolais américains, les Congolais résidents aux États-Unis doivent être les tout premiers à avoir de l'emploi au Congo. Monsieur Guy Mundela, un mot de la fin pour clôturer cette émission qui est juste une série qu'on commence après la signature de l'accord de Washington. Non, mais moi, je veux remercier d'abord le président Félix pour cette clairvoyance et la fermeté de rester dans l'optique de la vision qu'il a eue pour ramener la paix et la paix durable. Il a promis, il a dit que la paix qu'il va ramener, ce sera la paix durable pour cette guerre qui a tant duré. Et face à tous les vents et marées qui arrivaient, à un moment, tout le monde parlait qu'il aille vers la Russie. La Chine, qui était déjà avec nous. Il est resté ferme, il avait sa vision et il est tombé juste là où il fallait l'attaquer à la bonne porte. Et voilà, nous voyons, même dans les informations que nous recevons à gauche, à droite, que Dr Massad Boulos est en train de bien gérer les discussions qui se mènent à gauche, à droite. Ben moi, tout ce que je veux dire, c'est il va falloir que les Congolais s'approprient maintenant, après la signature de tout, il faudrait que les Congolais sachent que c'est lui le propriétaire de tous les deals qui vont être signés. Parce que après, c'est à eux de s'assumer. Les Congolais doivent s'assumer. Si on ne s'assume pas, les Rwandais vont encore revenir et manipuler, ou les autres pays vont revenir, parce que l'investissement que l'Amérique amène au Congo, c'est vraiment pour permettre alors
un départ. Et vraiment une transformation du Congo. Et nous avons une jeunesse vibrante. Et il faut vraiment que tout le monde se mette à la page et mette sa main à la pâte pour pouvoir travailler. On devra peut-être nous détourner un peu des anciennes habitudes là, de détournement, d'attendre qu'on nous donne. Il faut maintenant, la culture en Amérique, on travaille. Pour gagner, on travaille. On travaille. Même quand les Européens viennent nous visiter ici, ils voient qu'on est en train de courir derrière l'heure. C'est ce que les Américains appellent time is money. So on doit se préparer, s'approprier de tous ces deals et être prêt à travailler pour amener notre pays au développement. Voilà ce que moi je... Merci beaucoup. Avant que je donne la dernière parole à M. Bonpetit, je veux juste citer, il y a une liste de quelques compagnies que nous avions déjà. On vient d'avoir cette information. Ce sont des compagnies populaires que nous avons ici aux États-Unis qui se sont déjà mis sur la liste pour aller au Congo. Il y a une vingtaine. Ça, c'est même pas dans le domaine minier. C'est juste des compagnies qui font tout autre chose. Je vais citer Pizza Hut est déjà prêt pour aller au Congo. Ils sont sur la liste. Il y a la grande chaîne McDonald's qui fait le produit alimentaire qui va être au Congo. Il y a Victoria's Secret qui fait l'habillement et toutes sortes de magasins de prêt-à-porter qui sera au Congo. Il y a Revlon qui fait la cosmétique qui sera au Congo. Marriott Hotel et Resort, Hilton Hotel et Resort, Sheraton Hotel et Resort, Nike Sportswear qui fabrique les chaussures et toutes sortes. Ils les feront sur place. Il y a Big Steaks, qui est une chaîne alimentaire qui sera au Congo. Il y a Jack Daniels, qui est une brasserie qui sera au Congo. Il y a Johnny Walker, que tous les Congolais connaissent, cette compagnie sera au Congo. Il y a Kentucky Fried Chicken, et là, les Congolais ne le connaissent pas. Les gens d'ici qui connaissent KFC savent qu'ils seront maintenant sur place au Congo. Et quand on dit que c'est une chaîne qui sera au Congo, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Vous le retrouverez à Lubumbashi, vous le retrouverez à Maniema, dans plusieurs grandes villes du pays. Il y a, par exemple, dans le domaine des IT, la compagnie de computers qui est, par exemple, Intel sera au Congo, Microsoft sera au Congo, Facebook sera au Congo. Ils vont commencer à opérer sur place. Parce que vous savez, il y a des moments où nous savons que nous n'avons pas le même Google que nous avons aux États-Unis ici. Nous n'avons pas le même YouTube que les Américains ont. Mais ils vont changer tout cela. Là, nous aurons Microsoft, nous aurons Facebook, nous aurons Google. Amazon sera au Congo. Et Amazon, c'est une grande chaîne de distribution postale. Des produits déjà fabriqués, des produits à vendre qui seront juste délivrés de maison à maison par des privés. Ça ne sera pas la Post Office, mais ce sont des privés. Amazon sera au Congo. YouTube sera au Congo. General Motors. Alors, General Motors fait tout. Il fait les engins, il fait le moteur, il fabrique les appareils électroménagers, il fabrique les avions, toutes sortes de choses. Et aussi, sur la liste, la 20e, c'est le AT&T ou le AT&T, qui est donc une compagnie de télécommunications. Ça, c'est juste une liste de 20 compagnies que je viens de recevoir aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont dans le domaine minier, dans le domaine d'infrastructures, de construction de routes, de ponts, qu'on n'a même pas encore publiés. Et il y a d'autres qui sont dans le domaine de la sécurité ou de la fabrication des armes qui seront aussi au Congo. Donc, nous avons beaucoup à voir dans les années à venir. Monsieur Junior, toujours dans le même élan, nous devons éduquer notre peuple. Un petit mot de la fin, puisque nous allons continuer dans la prochaine émission à continuer à éduquer. D'abord, je dis merci. Merci pour l'invitation de venir échanger avec nos compatriotes sur cette nouvelle historique, ce contrat historique qui a été déjà signé le 27 juin dernier. Alors, j'aimerais aussi dire merci à notre Dieu qui nous a permis d'avoir ces moments. Amen. Et aussi saluer le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi et aussi remercier le président Donald J. Trump. Et par ricochet, j'aimerais remercier tous les Congolais américains, toutes les Congolaises américaines qui ont embrasser, accepter notre message depuis 2016 jusqu'à présent. En tout cas, merci beaucoup parce que nous avons fait un travail pour qu'on arrive
jusqu'à présent, changer les narratifs. Lorsque le président Trump parlait de certains Congolais qui sortaient des prisons, qui sont venus ici, le Congolais s'alarmait. Mais maintenant, la dynamique a changé. Maintenant, le narratif a changé parce qu'il y a un travail qui s'est fait en coulisses. En tout cas, beaucoup merci pour le travail. Poster dans la Facebook, dans les réseaux sociaux. Et vous êtes sortis voter pendant toutes ces années. Merci beaucoup. Madame Thérèse Wagner. Alors, pour la diaspora congolaise aux États-Unis, toutes tendances confondues, chers compatriotes, il y a des moments historiques pour un peuple. Ouais. Donc, nous avons signé un accord historique. Alors, les chefs d'État viennent, quand j'ai dit notre chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le président rwandais et d'autres personnes viendront à la Maison-Blanche et la date sera fixée. Nous allons vous communiquer. Nous faisons appel à tous les Congolais pro-Congo, que tu sois, on regarde pas, on vient pas sous le label de l'UDPS ou de quel parti, on vient sous le label de la RDC, les drapeaux. Donc c'est l'équipe nationale. Nous appelons tous les Congolais patriotes, tous les Congolais qui aiment les pays, en tout cas d'être là. Nous allons célébrer la paix. Habillés en blanc. Nous allons célébrer la paix. Le 7 février dernier, nous avons fait une marche à Washington. Nous sommes partis à l'ambassade du Rwanda, au State Department, à la Maison-Blanche, même jusqu'au Congrès, pour faire des revendications. Maintenant que nous avons quelque chose sous la main, nous devons reconnaître et savoir dire merci pour que Yamingi et Ya Congolais. Et c'est notre souhait, c'est après cette marche-là, par la grâce de Dieu, d'avoir une rencontre patriotique avec les leaders de notre pays, les chefs de l'État. Donc c'est quelque chose que nous allons fixer et nous demandons à tous les Congolais d'être là massivement. Et merci beaucoup pour votre attention. Nous viendrons ici pour encore décortiquer sur l'opportunité qui est devant nous. Et sans oublier, M. Franklin, il y a 2 semaines de cela ici à Dallas, il y a eu ce qu'on appelle Rwanda Convention. Et se sont réunis plus de 1000 personnes et ils nous parlaient que du Congo. Nous avons aussi des Congolais qui les ont invités, nous avons une information. N'oublions pas les enjeux de l'heure. L'année prochaine, il y aura les élections de mi-mandat. Président Trump et les Républicains nous ont soutenus. Alors, nous, les Congolais américains, doivent comprendre la vision du chef de l'État pour que mettre la main aux Républicains, donner la main aux Républicains pour garder la majorité au House, garder la main la majorité au Sénat pour que la vision du président Trump puisse continuer, puisque sa vision soutient, n'est-ce pas, la vision du Congo. Donc, nous devons voir nos intérêts, chers compatriotes. Donc, en tout cas, merci. Nous travaillons en coulisses et nous avons notre plateforme US Congo Business Chamber. Tout celui qui fait les business, nous avons une plateforme, nous réunissons tous les hommes d'affaires. Et M. Franklin a parlé des entreprises qui viennent. Nous avons encore beaucoup de listes qu'il n'a pas citées ici, que nous travaillons déjà. Alors, rejoignez-nous pour que nous travaillions ensemble avec vous. Alors, notre numéro, c'est le 817 323 40 30. Donc 817 323 40 30. Envoyez-nous un SMS, n'appelez pas. Envoyez-nous un SMS et notre équipe vous sera en contact avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup en tout cas à tous mes 2 invités. Je profite aussi pour dire pour ceux-là qui veulent avoir les informations sur le US Congo Business Chamber, ils ont un website. Allez sur www.us-congo BC, B comme Bravo, C comme Charlie.com. Donc, www.us-congobc.com. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous sommes dans notre studio, le meilleur studio de Dallas, Bisso Production. Nous nous préparons donc pour le voyage de Washington et j'apprends déjà que vous quittez ce dimanche pour Washington. Je serai déjà ce dimanche à Washington, une semaine avant. Et monsieur Guy, vous vous préparez aussi pour aller à Washington? Sans faute. Sans faute, hein? Ah, voilà, nous allons tous être à Washington. RGTV sera là devant la Maison Blanche. Nous allons faire les reportages de la journée et vous tenir au courant de ce qui se passe. Mesdames et messieurs, bonne soirée dans vos maisons et on vous retrouve la prochaine fois.